Même la perfection évolue. Bonsoir et bienvenue à tous dans ce journal. Au sommaire de l'actualité, l'appel à la responsabilité de tous pour limiter la propagation du Covid-19 au Cameroun. Le virus circule et le relâchement observé dans la population inquiète. Le Premier ministre sonne l'alerte. Le respect des mesures barrières est impératif en toutes circonstances. Retour sur la déclaration du Premier ministre Joseph John Ngouti. Et puis, Journée internationale de la femme 2021, plus que 48 heures avant l'événement. Événement célébré cette année dans un contexte particulier lié à la pandémie de coronavirus. La ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille, Marie-Thérèse Abenandoua, est l'invitée du 20h30. Voilà pour les titres. Et merci de nous rejoindre sur la CRT. Je vous exhorte de nouveau à porter vos masques, à vous laver régulièrement les mains et à faire appel à un médecin ou à tout autre personnel de santé au cas où des symptômes apparaissent. C'est le seul moyen de préserver les vies et de freiner la propagation du virus. L'heure n'est pas au relâchement. L'état d'urgence sanitaire dans lequel est plongé le Cameroun requiert une discipline personnelle et collective dans l'observation stricte des mesures barrières. Cet impératif était rappelé hier vendredi par le Premier ministre chef du gouvernement. Joseph John Ngouti a appelé à la responsabilité de tous avant de dérouler la stratégie gouvernementale pour barrer la voie au Covid-19 au Cameroun. Laurentine Bekono. 12 mois, jour pour jour, après le premier cas déclaré du Covid-19 dans notre pays, le bilan que dresse le Premier ministre chef du gouvernement, Joseph John Ngouti, sur la stratégie de lutte mise en place tient en 3 repères essentiels et un faisceau de mesures de prévention, d'assouplissement ou d'accompagnement. Premier repère, le 17 mars 2020, sur les très hautes directives du chef de l'État Paul Biya, des mesures en série sont édictées, 13 au total. Leur application a permis de freiner considérablement le rythme de progression de la pandémie et de sauver des vies. Des centres d'isolement et de prise en charge ont été ouverts et ont fait la preuve de leur efficacité. Deuxième repère, 30 avril 2020, face au bon comportement des populations et au regard de la maîtrise de la pandémie, des mesures d'assouplissement sont rendues publiques à la satisfaction générale. Troisième repère, 1er juin 2020, la reprise des cours en présentiel pour les classes d'examen permet de sauver l'année scolaire et universitaire. Des mesures d'accompagnement sont prises dans la foulée pour soutenir les ménages et les entreprises. Cette série de mesures a permis de poser les jalons de la reprise économique. La vie semblait ainsi avoir pris son cours normal en s'adaptant au cours de la pandémie comme cela se fait avec d'autres maladies lorsque les chiffres ont repris la tendance haussière. D'où la reconduction explicite des mesures barrières qui ont fait la preuve de leur efficacité par le passé. Ces mesures sont d'application immédiate en attendant l'arrivage à brève échéance des vaccins commandés. Au demeurant, chacun se protège individuellement et protège les autres. C'est à cette responsabilité collective et individuelle qu'appelle le chef du gouvernement, au-delà des convictions personnelles, religieuses ou philosophiques que les uns et les autres peuvent avoir sur le coronavirus. Et la lutte contre la pandémie du Covid-19 va donc s'intensifier dans les prochains jours. Dans les administrations publiques, on va devoir s'ajuster à nouveau. Port du masque obligatoire, prise de température ou lavage des mains. Rien ne sera plus comme avant. Certains ministères, vu la recrudescence des cas, n'ont pas attendu le rappel à l'ordre du Premier ministre. Ils ont mis en place un dispositif aux principales entrées pour empêcher la propagation du virus. Joël Igor Abanda.
L'accès aux services du ministère de la Santé est conditionné par la désinfection du corps ici, à l'entrée principale du bâtiment. Aucun usager n'y a accès sans passer par ce dispositif de décontamination. À l'arrière du bâtiment, un robinet permet de se laver les mains au savon et le gel hydroalcoolique est obligatoire, tant pour le personnel que pour les usagers. Le ministre de la Santé publique a tenu à ce que les usagers comme le personnel puissent être astreints à l'observance de toutes ces mesures pour pouvoir nous prémunir justement de la contamination ou de la propagation du Covid-19. Ici au ministère de l'Économie, de la Planification et de l'Aménagement du territoire, un dispositif de lavage de mains permet aux usagers de nettoyer leurs mains avant d'avoir accès au service. Nul n'y entre sans passer par cet agent de sécurité. Mon travail consiste à faire au maximum d'efforts pour que les gens puissent être en possession de leur masque et du gel et la température. Mais ce n'est pas toujours le grand amour entre Jacob Maurice et les usagers lorsqu'il s'agit du respect des mesures barrières et du protocole d'accès au Minepat. Il y a certaines personnes qui n'adhèrent pas dès le premier contact. C'est donc plus que jamais une prescription dans tous les services publics ici à Yaoundé. Le respect des mesures barrières est obligatoire pour avoir accès aux services dans l'administration publique camerounaise. Alerte Covid-19 dans le sud, plus de 80 nouveaux cas répertoriés en une semaine dans la région. Et parmi les personnes contaminées, on compte des élèves et des enseignants. Des chiffres communiqués par la cellule de veille sanitaire régionale qui intensifie le testing et la sensibilisation sur l'observance des mesures barrières. Faisons le point avec Christian Blondel, Abia, Aïbolova. Les chiffres rendus publics à la salle des fêtes de Kribi font de l'océan le foyer ardent de la pandémie du Covid-19 dans la région du Sud. La récréation est terminée. Je prescris que dans toutes les circonscriptions, les chefs de circonscription reprennent la lutte en main. À Kribi, cité balnéaire et portuaire qui accueille en permanence des touristes, travailleurs et autres visiteurs, des équipes mobiles vont intensifier la sensibilisation pour rappeler aux populations les risques encourus. Dans les lieux à forte concentration humaine, tels que les marchés, églises, mosquées, écoles et plages, les autorités devront s'assurer, à travers des descentes inopinées, du respect des mesures barrières en permanence et contraindre les insouciants du péril qui les guette. Les membres du comité départemental de riposte, avec le concours des forces de défense et de sécurité, devront y veiller pour que tout le monde se conforme à ces prescriptions dont la finalité est de casser la courbe ascendante, aujourd'hui de près de 400 cas positifs, et d'éloigner définitivement le spectre du coronavirus. Dans l'actualité également, la journée internationale de la femme, plus que 48 heures avant l'événement. La semaine était marquée par de nombreuses activités organisées par les femmes. L'Alliance internationale des femmes avocates a organisé un séminaire de renforcement des capacités sur le thème « Égalité des droits, de la quête à la conquête et perspective ». Les détails avec Nicole Doudou. Mission de conseil et de défense pour ces femmes qui arpentent en robe noire les couloirs des juridictions. Pour l'édition 2021 de la GIF, elles ont choisi de passer le message de leadership et de perfectionnement à leurs consoeurs. À la manette, l'Alliance internationale des femmes avocates. Nous remarquons que des femmes, elles ont les mêmes difficultés partout, qu'elles soient mariées ou pas. Pour la gestion de leur dossier au quotidien, la gestion de leur cabinet, elles ont des mêmes difficultés partout dans le monde. Le marché du droit est une niche d'opportunités pour la profession d'avocat. Il faut trouver la bonne formule pour gagner la compétition. Nous voulons inciter nos jeunes consoeurs à développer un leadership féminin au sein de la corporation parce qu'il faut le dire, on observe d'ailleurs pour se réjouir de la féminisation au sein du barreau, mais il reste des challenges. Grand moment d'échange ce 8 mars 2021 par visioconférence, l'AIFA tient une rencontre internationale interactive avec les doyennes de la profession. Et comme toujours, la Journée internationale de la femme est dédiée à la lutte pour les droits des femmes et notamment pour la réduction des inégalités hommes-femmes au Cameroun. Malgré les progrès enregistrés pour l'égalité des sexes, la représentation des femmes reste disproportionnée dans les sphères de prise de décision. Martine Wandengue. Elles ont réussi à briser le plafond de verre. Au pouvoir ou dans l'ombre, les femmes font bouger les lignes. Au Cameroun, le leadership féminin imprime ses marques, dévoile ses visages et porte un message.
plus en plus les femmes sont scolarisées. Je crois qu'on ne peut plus faire le reproche ou alors avoir le prétexte de la faible scolarisation des femmes pour ne pas les responsabiliser. Donc moi je crois qu'il y a des avancées, même si il faut dire dans ce cadre-là pour les lois, on attend toujours le code de la famille. C'est un code qui est très attendu par les femmes. Au Parlement camerounais, un parfum de dame se fait de plus en plus ressentir. Au Sénat, par exemple, les statistiques pointent 26 femmes sur 100 sénateurs. De moins en moins, les atouts physiques des femmes sont mis en avant. Sur leurs épaules se dressent des têtes bien faites, suffisant pour changer la donne. Il faudrait que les femmes commencent déjà à être des leaders, qu'elles décident par elles-mêmes de briser le silence, qu'elles décident par elles-mêmes de quitter l'arrière-plan, d'aller vers les devants pour pouvoir porter les questions de la promotion de la femme et du genre dans tous les domaines. La volonté y est, encore faut-il donner à la gente féminine les moyens de se faire entendre. Dans la lutte contre la Covid-19, elles sont nombreuses à jouer les premiers rôles sur le front de la sensibilisation et même de la prise en charge. Avec nous sur ce plateau, la ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille, Madame Marie-Thérèse Abena-Ondoa. Bonsoir, bienvenue Bonsoir. Sur ce plateau. Merci. On a suivi ensemble ce reportage tout à l'heure, 26 femmes sur 100 sénateurs au Cameroun. Est-ce que vous êtes satisfaite de cette représentation féminine? Merci beaucoup, madame. Je voudrais dire que oui, je suis satisfaite si on fait un retour en arrière pour voir comment nous sommes arrivés à avoir ce nombre de femmes. Le Sénat est une institution assez récente, donc on a commencé avec 25, on est à 26 sur 100, ce qui est une bonne chose. Mais si nous allons dans une institution sœur comme la Chambre basse du Parlement, l'Assemblée nationale, qui est en train d'avoir une exposition au niveau du Musée national, les chiffres qui nous sont donnés, il y avait d'abord 7 et puis la dernière législative, nous sommes arrivés à 61 femmes, ce qui fait que nous sommes à 33,3%. Ce qui est une avancée au-dessus des 30% de la plateforme de Beijing. Mais l'objectif, le but à long terme, avec le soutien du chef de l'État, c'est qu'on atteigne la parité, parce que cette parité a été le vœu de tous les chefs d'État membres de l'Union africaine qui ont signé une décision pour qu'on vise la parité. Donc, nous souhaitons avoir plus de femmes. Nous avons déjà fait un grand chemin, mais nous pensons que nous pouvons améliorer les données. Il y a des avancées, c'est vrai, mais on remarque quand même le gap entre le nombre de postes de responsabilité occupés par les femmes et ceux occupés par les hommes. Est-ce qu'il y a un problème à promouvoir davantage les femmes au Cameroun? Alors, il y a un problème, c'est-à-dire qu'il faut déjà que les femmes elles-mêmes se valorisent. Mais elles ne peuvent pas se valoriser sans le soutien des femmes, sans le soutien des hommes, parce que c'est un monde où les hommes et les femmes. Mais nous devons intégrer l'égalité des chances, c'est-à-dire que tout le monde sache que les hommes et les femmes ont les mêmes chances et leur permettre d'arriver à ce niveau-là pour qu'elles puissent aussi être compétitives. Et cela commence dès l'enfance, au niveau de la maison, au niveau de la répartition des tâches domestiques, et aussi au niveau de la sensibilisation pour envoyer aussi bien les garçons que les filles à l'école, parce qu'on ne peut pas avoir des intellectuels si on n'a pas commencé à préparer cette pépinière dès l'enfant. Donc la sensibilisation au sein des familles pour que les tâches domestiques n'incombent pas uniquement aux jeunes filles, pour que les garçons et les filles puissent présenter leurs examens et évoluer de la même manière. Donc oui, il y a des problèmes, mais je pense que le chef de l'État lui-même le dit assez souvent qu'il aimerait voir plus de femmes ministres, plus de femmes directeurs généraux. Surtout qu'elles sont parfois même aussi qualifiées que les hommes. Exactement. Elles vont dans les mêmes écoles. On prend l'exemple de l'ENAM, où on rencontre des femmes et des hommes, parfois même plus intelligentes que les hommes. Exactement. Donc nous pensons que nous sommes sur cette lancée et il faut qu'on continue à travailler ensemble pour améliorer les données. Je voudrais quand même relever qu'au passé, les postes ministériels occupés par les femmes étaient essentiellement dans les domaines sociaux, ce qui a été une critique. Bon, c'est vrai, on a 11 femmes ministres, mais nous avons quand même des ministères clés qui étaient habituellement tenus par les hommes, le ministère des Postes et Télécommunications, le ministère du Développement urbain et de l'Habitat, le ministère de la Recherche scientifique et de l'Innovation, le ministre délégué à la présidence chargée du contrôle supérieur de l'État.
Et je pense quand même que c'est des ministères clés. Je ne dis pas que les ministères en charge de l'éducation ou du secteur social pur ne sont pas importants, mais c'est pour montrer que ces femmes, elles sont capables de faire le travail que les hommes sont en train de faire et nous devons leur donner l'occasion de s'exprimer à compétences égales. Je pense qu'elles devraient pouvoir bénéficier. Et je voudrais saisir cette occasion pour partager avec vous la production d'un document qu'on appelle palmarès genre. Ce document permet aux administrations de se rendre compte du positionnement des femmes au niveau des postes de responsabilité. Nous le faisons tous les ans depuis, je crois, 5 ans. Et le premier numéro que nous avons produit, c'était comme une prise de conscience parce qu'il y a des ministères qui ne se rendaient même pas compte du gap qui existait. Et lorsque nous avons distribué ce document au niveau du conseil de cabinet, au niveau des différentes administrations, nous avons vu des améliorations. Donc c'est une prise de conscience globale et il faut soutenir ces femmes, nous devons soutenir les femmes et puis leur donner le cadre qu'il faut pour qu'elles puissent s'épanouir. Madame la ministre, entre le 8 mars 2020 et le 8 mars 2021, si on devait retenir 2 choses, quels sont les actes qu'a posé votre ministère en faveur de la promotion des femmes? Alors, 2020, c'était la dernière fois que nous avons célébré. C'était d'ailleurs la dernière manifestation, la grande manifestation au niveau de la scène nationale. Et nous avons continué à remplir nos missions, qui sont nos missions régaliennes, c'est-à-dire la production de certains documents. Mais il y avait aussi, il y avait une année électorale aussi. Et nous avons produit des documents pour former la formation politique des femmes. Nous avons édité des documents pour capaciter ces femmes à postuler à des postes électifs avec la formation, la production des documents qui leur permettaient de pouvoir s'exprimer en public, de pouvoir défendre leur programme, entre autres. Nous avons continué à appuyer les couches vulnérables par rapport à des activités génératrices de revenus, par rapport à la formation. Maintenant, cette pandémie est arrivée. Elle est arrivée, il y a eu beaucoup de problèmes et les femmes devant jouer un rôle très important. Dans votre reportage tout à l'heure, on a parlé de la place des femmes au niveau des soins parce qu'elles sont majoritaires pour dispenser les soins en première ligne. Et les femmes ont été touchées par cette pandémie et elles ont bénéficié de la formation, de différentes formations pour ce qui est de la production des masques, la confection des masques en tissu, la production de savons en morceaux et liquides et la fabrication de gel hydroalcoolique. Et elles ont aussi participé à la sensibilisation des communautés, de la prise de conscience déjà de l'existence de cette maladie. Et certaines ont bénéficié de cette formation et puis de matériel pour pouvoir en faire une activité génératrice de revenus. Beaucoup d'actions, Madame le ministre, en faveur donc, de la promotion de femmes pour reconnaître les qualités de la femme au Cameroun. Ce qui rend ce virus Covid-19, vous en parliez, cette célébration particulière. Exactement. Cette célébration est particulière parce qu'il n'y aura pas de défilé. Mais je voudrais rappeler aux femmes de notre pays, parce que c'est une grande fête, que le 8 mars ne devrait pas se limiter au défilé uniquement. Parce qu'il y a une réflexion à faire. Le thème que nous avons cette année est très, très porteur. Parce que nous devons intégrer l'existence de la pandémie au quotidien, parce que nous ne savons pas combien de temps elle va durer. Et la femme doit jouer pleinement son rôle dans la lutte contre cette pandémie, dans la sensibilisation et dans la production des outils barrières, à savoir les masques, le savon, le gel hydroalcoolique. Mais nous ne devons pas oublier que la promotion de la femme, le leadership féminin ne doit pas s'arrêter parce que la pandémie est là. Elles doivent continuer à viser plus haut en dépit de la pandémie et tout le monde doit concourir de manière à pouvoir poursuivre la promotion de la femme, le leadership de la femme en dépit de cette pandémie qui ne doit pas nous amener à arrêter nos efforts. Parce que le chef de l'État lui-même est très convaincu et il en parle sans cesse dans ses discours qu'il aimerait voir plus de femmes DG, plus de femmes ministres et que sais-je encore. Donc, et il a signé, les chefs d'État membres de l'Union africaine ont signé que nous visons la parité. Donc cette parité est encore au futur, mais je pense que nous
nous y allons progressivement et nous allons y arriver, nous sommes persuadés. Nous allons y arriver, Madame le ministre. Un dernier mot encore, les femmes, vous l'avez dit, c'est officiel, ne défileront pas cette année comme à l'accoutumée. Que va-t-il se passer le 8 mars 2021 concrètement? Alors, oui, nous avons commencé par des ateliers de formation, des communications. Je pense que ces activités doivent se poursuivre. Non, elles ne devraient pas s'arrêter le 8 mars. Donc les administrations doivent passer cette fête en toute responsabilité dans le respect des mesures barrières. Les grands regroupements ne sont pas autorisés, je pense que cela a été dit clairement, mais les activités qui se tiennent doivent se tenir dans le respect des mesures barrières et chacune a la responsabilité de tout faire pour lutter contre cette pandémie coronavirus. Maintenant, le 8 mars, que va-t-il se passer? Les administrations vont organiser des activités dans le strict respect des mesures barrières, éviter ce qui nous amène à avoir des grands regroupements, parce que quand la plus haute autorité de l'État a déjà donné, c'est-à-dire qu'on a reconduit les mesures de 2020, nous devons tous nous en tenir à ces mesures-là et prêcher par le bon exemple et surtout continuer à faire le point au sein des différentes administrations. Comment veut-on arriver à un leadership féminin beaucoup plus représentatif? Nous allons le faire déjà par une analyse situationnelle et surtout par des séminaires, des tables rondes, des sessions de formation pour lutter contre... La réflexion est ouverte, Madame la ministre. Donc la réflexion continue. Merci beaucoup, Madame Marie-Thérèse Abenandois. Vous êtes donc ministre de la promotion de la femme et de la famille. Et puis nous vous souhaitons d'ores et déjà une très belle journée internationale de la femme. Je vous souhaite également une très bonne fête. Merci beaucoup, Madame la ministre. Dans la suite du journal, les femmes et filles déplacées internes et celles de l'arrondissement de Yaoundé 6 mettent à profit leur temps pour créer de la valeur ajoutée à travers un atelier de formation aux activités génératrices de revenus initié par l'honorable Yeba Judith Meno en partenariat avec l'association 300 voix féminines pour le développement. Ces femmes pourront désormais être autonomes. Emmanuel Bicon, CRTV Centre. À défaut de pouvoir festoyer ensemble la faute au coronavirus le 8 mars prochain, les femmes et filles déplacées internes et celles de l'arrondissement de Yaoundé 6 mettent ce temps à profit. Elles ont choisi d'apprendre à utiliser leur temps de manière à ne créer que de la valeur ajoutée pour leurs activités. Cette opportunité leur a été offerte par l'honorable Yeba Judith Sama, épouse Mwekyo Meno, en partenariat avec l'association 300 voix féminines pour le développement. On a organisé un atelier pour former les femmes dans les activités économiques, comme comment faire les savons en liquide, eau de javel, gel hydroalcoolique. L'objectif est de donner à ces femmes les moyens de participer pleinement à la vie économique du pays dans tous les secteurs. Encourager les femmes pour faire des commerces, que de rester à la maison comme ça et ne faire rien. Les femmes de l'arrondissement de Yaoundé 6 et leurs sœurs déplacées internes se disent prêtes à s'auto-employer et créer des activités informelles. Et tout à fait autre chose. À présent, 5000 réfugiés nigérians basés à Minawao, dans l'extrême nord du Cameroun, s'apprêtent à regagner leur pays. Le chef de la délégation nigériane venue de l'État du Bono a rassuré sur les dispositions sanitaires et logistiques, ainsi que sur les modalités de réinsertion sociale. Le ministre camerounais de l'administration territoriale, Paul Atangandji, est arrivé à Maroua ce samedi pour s'assurer du bon déroulement des opérations de rapatriement. Augustin Guizana. Pour la deuxième fois, en l'espace d'un mois, le ministre de l'administration territoriale foule le sol de l'extrême nord sur instruction du chef de l'État camerounais Paul Biya. Paul Atangandji répond ainsi aux engagements de l'accord tripartite Cameroun-HCR et Nigeria sur le rapatriement volontaire des réfugiés nigérians recasés à Minawao. Des engagements respectés par le Cameroun à la satisfaction de la partie nigériane. Nigeria's obligation is to provide buses. Il y a 22 bus de 48 places disponibles. Une ambulance et 2 camions citernes sont arrivés à Maroua le 25 février. En dehors des dispositions logistiques, les règles sanitaires avant embarquement et la réinsertion dans les localités de Bama et de Banki sont respectées.
Les tests Covid sont en cours au camp de Minawao. Les bêtes ont été vaccinées. Avant d'entrer sur le territoire, ces compatriotes vont subir des tests rapides de Covid. Un site de recasement est prêt pour accueillir ces retournés. Le gouvernement a pris des mesures spéciales. Au terme de l'accord tripartite Cameroun-HCR-Nigeria, ils sont plus de 5000 réfugiés, dont plus de 2500 femmes qui s'apprêtent à regagner le Nigeria. La cérémonie de ce rapatriement volontaire vers Bono State est imminente à Minawao. Un acte significatif pour la réduction du déficit en logement au Cameroun. Shelter Afrique, la Société pour l'habitat et le logement territorial en Afrique, a signé avec le gouvernement camerounais un accord de partenariat pour la construction de 3000 logements sociaux à Yaoundé et à Douala. La signature de cet accord marque la fin de la visite de travail de cette délégation au Cameroun. Voyons ce reportage de Séverin Alegambili. Une fin de visite de travail chargée de symboles pour le directeur général de Shelter Afrique à Yaoundé. Une dernière séance de travail au ministère de l'Habitat et du Développement urbain avec en bout de chaîne la signature de 2 accords. Le premier a trait à la construction de 3000 logements à Yaoundé et à Douala. L'offre ainsi proposée par Shelter Afrique va permettre de résorber le déficit en logement au Cameroun, estimé selon les statistiques officielles à 1,5 million d'unités. L'État ne peut pas tout faire. L'heure est à la mobilisation de tous. Donc Shelter va travailler avec le secteur privé, travailler avec le secteur public pour nous aider à aménager des espaces constructibles, pour donner des éléments de résultats au chef de l'État en 2030 à l'évaluation des ODD. Le second accord signé est relatif aux détails stratégiques de l'organisation en juin 2021 de la 40e Assemblée générale annuelle de Shelter Afrique à Yaoundé. Ce sera une rencontre internationale de mobilisation des ressources financières en faveur de la promotion de l'habitat en Afrique, occasion aussi de partager des bonnes pratiques en matière de production massive des logements au prix abordable. Malgré nos efforts, le Covid-19 a endeuillé de nombreuses familles et provoqué de graves difficultés dans le fonctionnement de notre économie et de notre société. Et ce 6 mars est jour anniversaire de l'apparition du Covid-19 au Cameroun. 12 mois déjà que le premier cas positif de coronavirus a été confirmé. Évocation du début de la pandémie au Cameroun avec Évariste Yenga que nous retrouvons au centre des opérations des urgences de santé publique ici à Yaoundé. Bonsoir Évariste. Bonsoir, nous sommes bien le 6 mars 2021, soit un an, jour pour jour, que le premier cas de Covid-19 a été confirmé au Cameroun. Souvenez-vous, le 6 mars 2020, c'était un ressortissant français qui a été testé positif au Cameroun, confirmant donc la présence du coronavirus Covid-19 au Cameroun. S'en est suivi sa compagne de nationalité camerounaise. Et alors, on est parti sur un pied où on a enregistré des cas et des cas les uns après les autres. On en est aujourd'hui à près de 36 000 cas positifs enregistrés au Cameroun, même si les guérisons également ne lâchent pas de loin ces cas confirmés. Mais la maladie se poursuit au Cameroun et on a aujourd'hui le regain exprimé, celui du relâchement. On peut peut-être noter la maîtrise de la pandémie par les autorités médicales, mais ces efforts sont un peu sapés par le relâchement observé en communauté. Les gens n'observent véritablement plus les mesures barrières et ce qui laisse donc avancer cette pandémie, ce qui met en mal la stratégie nationale de riposte contre cette maladie venue d'ailleurs.
Merci beaucoup, Évariste. Dans la suite du journal, fin de cavale pour un présumé malfrat. Les éléments de la gendarmerie nationale, compagnie de Yaoundé 1er, viennent d'intercepter un présumé bandit qui a dérobé une quarantaine de millions de francs CFA à un individu après avoir attenté à sa vie. Le suspect a été présenté à la brigade de gendarmerie de Loncac en présence de notre reporter Pierre Evembe. Brigade de gendarmerie de Loncac, les fins limiers ont réussi à resserrer les mailles de leur filet autour de Robert, ce Camerounais qui a fui Bangui en SCA pour se réfugier au Cameroun. Ce suspect, infirmier ayant appris sur le tas, aurait injecté du formol à son patient. Un opérateur économique tchadien exerçait à Bangui pour mieux le dépouiller de son argent, soit 40 millions de francs CFA. Il a pris la peau d'escampette, laissant la victime dans un coma profond. Je savais qu'en lui injectant ça, il allait s'endormir. Et comme c'était une opération, on voulait lui voler de l'argent. J'ai beaucoup de remords, ça me fait très mal même en le voyant. Pour quelqu'un avec qui j'ai passé des années ensemble. Satisfaction de la victime, Draman Mahamad, bien vivante, mais affectée physiquement par les produits toxiques et qui salue l'action menée par les gendarmes dans cette opération transfrontalière d'envergure. Par l'entremise et d'Interpol et de la famille, nous avons mis sur pied un dispositif très important de la gendarmerie, notamment le service de traçage d'appel, qui nous a donné la position déjà de sa copine. Et à partir d'elle, nous avons pu avec exactitude localiser la position du criminel. Ne l'oubliez pas, la confiance n'exclut pas la méfiance. Ce pétrolier avait remis sans réserve sa vie entre les mains de ce disciple hypocrite. Mention très honorable pour le pasteur Nyamsi Ngomsi Etienne. L'homme de Dieu soutenait hier vendredi sa thèse de doctorat en théologie sur le thème « La pratique de l'enseignement religieux en milieu carcéral, un défi pour l'Église protestante ». C'était à l'amphithéâtre de la faculté de théologie de l'Université protestante d'Afrique centrale. Le reportage de Rosine Manga. Soucieux de la situation des prisonniers, le pasteur Nyamsi Ngomsi Etienne a présenté et soutenu sa thèse de doctorat en théologie sous le thème « La pratique de l'enseignement religieux en milieu carcéral, un défi pour l'Église protestante ». L'homme de Dieu présente le rôle de l'Église dans l'encadrement du prisonnier et de l'allègement de sa souffrance. Je veux capitaliser les remarques des jurys et je veux continuer le travail. Une démarche scientifique et intellectuelle de plusieurs années de dur labeur qui lui a valu la mention très honorable du jury. Nous avons assisté à une soutenance qui valorise l'intervention de la communauté protestante en milieu carcéral. Le pasteur Nyamsi Ngomsi Etienne, à travers son travail, interpelle tous les hommes de Dieu et l'Église à se pencher sur le sort des personnes détenues en milieu carcéral. Culture à présent, voici 2 recueils de nouvelles qui décrivent les scènes de vie des femmes dont les corps sont convoités par les hommes. Sulfureuse et le bal des salauds, des recueils de nouvelles écrits par l'avocate Ina O qui viennent d'être dédicacés ici à Yaoundé devant un parterre de personnalités. Étienne Pascal Azek. Le bal des salauds et Sulfureuse, 2 recueils qui démontrent une liberté d'écriture, des histoires qui tournent autour des femmes. L'auteur tombe le voile sur certaines pratiques ancestrales qui ternissent l'image du sexe dit faible en Afrique et au Cameroun. Dans le bal des salauds, c'était un ouvrage qui avait pour prisme de montrer des hommes qui infligeaient des outrages aux femmes. Et dans Sulfureuse, je retourne la lorgnette en montrant que d'une certaine façon, les femmes qui sont quelquefois perçues comme victimes peuvent à leur tour devenir des bourreaux. Une liberté d'écriture qui a séduit le parterre de personnalités présent à la dédicace dans un grand hôtel de Yaoundé. C'est une liberté de temps. C'est des situations que nous vivons tous les jours dans une certaine classe, n'est-ce pas, au niveau du Cameroun. C'est de très très belles histoires qui tournent autour des femmes. On n'a pas l'habitude de cette littérature en Afrique, de voir une Africaine, une Camerounaise parler des choses aussi, des choses souvent taboues, le dire avec autant de simplicité, avec des mots forts. Auteur de plusieurs essais, Ina O est professeure de droit, avocate et surtout ambassadrice pour la paix. L'écrivaine iconoclaste signe là ces 2 œuvres de fiction.
En sport, CAN U19, messieurs au Nigeria, victoire éclatante des Lionceaux devant le Maroc, 3-7-0. C'était ce soir à Abuja. Les nôtres se sont bien ressaisis après une défaite dès l'entame de la compétition devant le pays hôte. Les Camerounais ont été plus disciplinés dans le jeu et conquérants au filet. Confirmation de Hussein Issa, capitaine des troupes. Respecter les consignes des coachs, ce qu'on a pu arranger aux entraînements, on l'a fait et voilà. La différence est simple, on a respecté les consignes et on a fait moins de fautes. En fait, nous allons prendre notre troisième match au sérieux, plus qu'au sérieux que ce deuxième match. Et je pense bien que ça va aller. Et puis les Lionceaux effectuent leur troisième sortie ce dimanche face à la Gambie à 18h au Sporting Hall Stadium d'Abuja. La Gambie a été battue par le Nigeria 1-7 contre 3. Et puis sport encore, football féminin cette fois. La saison 2020-2021 s'est ouverte ce samedi à Douala au stade de la réunification. FC Bolova a dominé Caïman de Douala en match inaugural sur le score d'1-0. Demain dimanche, suite de la première journée de Ligue 1 avec au sommet cette rencontre Canon sportif de Yaoundé et Astre de Douala. Ce sera au stade Omnisport, match retransmis en direct sur CRTV Sport. Fin de ce journal, une édition préparée avec la collaboration de Joël Igor Abanda, Rosine Manga et Mariam Mazou. Juste après ce journal, l'émission Entrevue le Mag qui célèbre la femme face à Eric Christiania Beko Sadé, star de la musique camerounaise. Prochain rendez-vous avec l'information à minuit. Merci de votre aimable attention. Très belle soirée à tous. Bonsoir. Je vous exhorte de nouveau à porter vos masques, à vous laver régulièrement les mains et à faire appel à un médecin ou à tout autre personnel de santé au cas où des symptômes apparaissent. C'est le seul moyen de préserver les vies et de freiner la propagation du virus.